Je suis née en Pologne, en Silésie, le 8 octobre 1932. Et 4 ans plus tard, en 1936, nous avons déménagé à Varsovie. J'ai eu une enfance extrêmement heureuse. J'avais une famille très très nombreuse. Mes parents se sont associés avec le frère de mon père, Moïse, et ils ont ouvert une petite échoppe de confiserie. Je ne peux pas dire qu'on était vraiment pauvres, mais on n'était vraiment pas riches, hein, vraiment pas riches. Et jamais je n'ai senti la misère ou la pauvreté. Je n'ai jamais eu faim avant la guerre. Et moi, je suis allée à l'école très tôt. Hein, je suis née en 1932, donc octobre. Quand la guerre a éclaté, je n'avais pas encore 7 ans. Je suis lire et écrire de bonne heure. Je ne parlais pas yiddish, mais mes parents parlaient entre eux en hébreu quand ils ne voulaient pas que je comprenne. Mon père m'apprenait des poèmes. Ça m'a aidé à survivre, à la fois pendant la guerre et aussi après. Parce que ça donne confiance aux enfants, ça donne confiance qu'ils peuvent faire quelque chose que les autres admirent. Donc ça a été très important pour ma survie. Mes grands-parents étaient très religieux. Mon grand-père ne travaillait pas et il allait à la synagogue étudier toute la journée. Il a une grande barbe, porte toujours un petit chapeau. Chez les juifs religieux, on ne peut pas manger comme tout le monde, hein. Il y a un problème qui s'appelle la cacheroute, c'est-à-dire on ne mange que des produits, une viande spécialement abattue, et pour tout, il faut séparer la cuisine qu'on fait avec la viande de celle qu'on fait, par exemple, avec du fromage ou du poisson. Mes grands-parents étaient très religieux. Par contre, mes parents ne l'étaient pas. Ils ont choisi un mouvement de jeunesse sioniste et laïque qui s'appelle le Hashomer Hatzaïr. Et chez nous, on ne pratiquait pas la religion. Donc, on aurait pu avoir une vie agréable et heureuse, hein. C'est un souvenir que j'ai de mes 4 ans. J'étais donc chez mes grands-parents à Częstochowa. Et je me promenais avec ma grand-mère dans la rue. Et tout d'un coup, elle m'a empoignée, elle m'a pris par la main, elle s'est mise à courir, et moi donc avec. Et nous avons couru jusqu'à la maison. Et mes grands-parents habitaient au rez-de-chaussée, mais enfin un petit peu surélevé. On a couru, on est entré dans la maison et on a fermé des grands volets en bois. Alors on était dans le noir et on entendait des vociférations et des cailloux jetés contre les volets. Donc ma grand-mère savait ce qui allait. Moi je ne savais pas. Et ça s'appelle un pogrom. Pogrom vient du mot russe pogromite, qui veut dire tuer, assassiner. Les Allemands ont donc envahi la Pologne le 1er septembre 1939. Pour moi, la guerre, c'est les bombardements. Des terribles bombardements. C'est-à-dire que c'était des bombardements par vagues, arrivait une escadrille, et vous savez, ça fait un bourdonnement qui s'intensifie. Ensuite, on entendait un sifflement, c'était les bombes qui étaient lâchées, et ensuite, un tumulte énorme, quelque chose d'effrayant, quand les bombes tombaient et que les bâtiments s'écroulaient. Et tout ça était accompagné d'un déplacement d'air, un air âcre, plein de poussière, vraiment très pénible à respirer. Pour s'abriter, les gens se cachaient dans les caves. Nous aussi. Nous aussi. Alors nous, de notre 4e étage, on courait dans la cave. Et puis ça a duré 3 semaines. Mais enfin, notre maison n'a pas été bombardée. Alors vous imaginez, après 3 semaines, la ville en partie détruite, les gens sans logement, errant dans les rues, tout est bouleversé. Il n'y a plus d'électricité, les fenêtres, les vitres des maisons qui ont subsisté sont cassées, il n'y a pas plus de canalisation d'eau, plus d'électricité. Enfin, vous voyez, il n'y a plus d'arrivage de nourriture de la campagne.
Enfin, c'est un état vraiment, vraiment terrible. Et ils sont entrés avec leurs tanks, avec leurs automitrailleuses, alors que les Polonais avaient des soldats à cheval. Donc, le rapport des forces était très inégal et les Allemands sont entrés très facilement, ont envahi très facilement la Pologne. Les Allemands sont entrés le 28 septembre à Varsovie. C'est les brimades, c'est les persécutions des Juifs. Mais tout de suite, en novembre, nous sommes obligés de porter un signe distinctif. Eh bien, nous, c'était un brassard blanc avec une étoile à 6 branches bleues. En France, il fallait porter, c'était une étoile jaune qui devait être cousue sur le vêtement. Mais, vous voyez, en Pologne, tout s'est passé d'une façon plus terrible, plus brutale, plus rapide, parce qu'en novembre, on devait déjà porter le signe distinctif. Et ça a continué comme ça, jusqu'en octobre 40, c'est-à-dire l'année d'après, octobre 40, où on a annoncé la formation du ghetto de Varsovie. Les Allemands veulent séparer les Juifs de leurs concitoyens polonais. Donc, les enseignants n'ont pas le droit d'enseigner dans des écoles pour non-juifs. Les artistes n'ont pas le droit de se produire. La population non-juive est obligée de quitter l'espace attribué aux Juifs. Et les Juifs, c'est-à-dire environ 400 000 personnes, ont été concentrés sur un espace qui correspondait à 3% de la superficie de Varsovie. Donc, pendant un mois, ce sont les travailleurs juifs qui ont construit ce mur. Là, il y a une chose dont je me souviens très très bien tout de suite, c'est la faim, FAIM. Parce que les Allemands ont organisé la famine dans le ghetto. Les Allemands nazis ont fait que les Juifs sont devenus ce qu'ils voulaient, des gens qui ne pensent qu'à manger. Pour qu'ils deviennent des sous-hommes, et puis il suffit de les affamer. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite qui a trouvé que si les Allemands nous avaient laissés dans le ghetto de Varsovie pendant 5 ans, nous serions tous morts de faim. Nous pouvions nous procurer de la nourriture par intermédiaire de tickets de rationnement, la ration journalière correspondant à ces tickets. De pain, on avait je crois un œuf par mois, des betteraves, pommes de terre, était de 184 calories. Combien est-ce qu'il faut de calories pour vous, pour vivre? Entre 2000 et 2500. Donc, vous voyez la différence. Vous savez, quand on a faim, on fait n'importe quoi pour manger. Il y avait une contrebande qui passait par-dessus le mur, par en dessous le mur. Donc, les gens vendaient tout ce qu'ils avaient. Au début, ils avaient des choses pour pouvoir acheter par la contrebande un peu plus de pain, un peu plus de pommes de terre. On enlevait des briques du mur et il y a des petits de 6-7 ans qui se faufilaient à travers le mur pour soit mendier, soit chipper, soit acheter. Je crois qu'ils chantaient dans les cours et avec les centimes, en polonais c'est des groszy, les centimes qu'on leur jetait, ils achetaient un peu de pain. C'est les enfants, certains, qui amenaient du pain, qui amenaient ou des pommes de terre, ou des carottes, qui amenaient leurs parents. Mais très souvent, ils étaient attrapés par les gendarmes allemands, par les soldats, et ils s'étaient battus, quelquefois tués, mis en prison, et ils mouraient dans les rues. Quand ils n'avaient plus de force, ils s'asseyaient, puis ils mouraient. Les enfants ont vraiment terriblement souffert dans le ghetto. Terriblement. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire. Moi, j'étais extrêmement remuante. J'aimais beaucoup sauter à la corde. Dans la cour, on faisait des concours. Dans cette situation, je ne bougeais pas. J'avais faim. Quand il faisait froid, j'avais froid, parce qu'on n'était pas chauffé. Quand il faisait chaud, j'avais chaud, parce qu'on n'avait pas où s'abriter. On ne se promenait pas dans le ghetto. Quand on pouvait ne pas sortir, surtout on ne sortait pas. On avait peur. Il y a des Allemands qui passaient, qui tuaient. Si vous aviez le moindre morceau de pain, on vous l'arrachait. C'était une vie terrible. Les ordures n'étaient pas toujours enlevées. Il y avait une odeur pestilentielle.
Et il y avait toujours du monde partout, il y avait des cadavres par terre, il y avait des mendiants sans arrêt, il y avait un bruit épouvantable. C'était ça le ghetto. L'instruction, l'enseignement a été interdit dans toute la Pologne, parce que les races inférieures n'ont pas besoin d'instruction. Mais ils se sont vite rendus compte que ça créait une telle panique dans le pays qu'ils ont autorisé pour les non-juifs l'enseignement professionnel et le primaire. Et nous, donc, dans le ghetto, nous n'avions pas droit à l'enseignement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'école. Il y avait des écoles clandestines. Mais, en octobre 1941, les Allemands ont autorisé l'enseignement primaire dans le ghetto. Ça apportait une note de normalité à cette vie anormale que nous avions. Donc, ça apportait un certain apaisement. Et les Allemands nazis ont essayé que ça se passe sans soulèvement, sans que la population se soulève. Donc, ils ont annoncé un départ dans des camps de travail à l'Est, et qu'il y avait un placard, moi je l'ai vu, et ceux qui se présenteront spontanément, volontairement, recevront 3 kilos de pain et 1 kilo de confiture. Et les familles ne seront pas séparées. Cette subtilité mensongère, vous comprenez, ça donnait un peu confiance. Et puis les gens étaient tellement démunis. Alors il y a des gens qui sont partis volontairement. J'avais une amie avec laquelle je jouais dans la cour, et elle m'a dit « Nous partons demain ». Et c'était une famille très nombreuse. Les parents n'arrivaient pas à nourrir la famille. Et quand elle m'a dit « Nous allons partir », j'ai dit « Il ne faut pas écouter les Allemands ». Et en juillet 1942, c'est la grosse action. Ils transportent 300 000 personnes du ghetto à Treblinka. Il y avait déjà un camp de prisonniers à Treblinka. Ils ont construit à côté un camp pour tuer, un camp pour gazer les gens. Quand Treblinka 2 donc, a été prêt, en juin 1942, le mois suivant, le 22 juillet 1942, ont commencé les rafles pour déporter la population juive à Treblinka, à partir d'une gare autour de laquelle était situé un grand espace, Umschlagplatz. On rassemblait les gens, on les conduisait à Umschlagplatz, d'où partaient des trains, les fameux trains à bestiaux, où on entassait des gens à 100, plus de 100 dans chaque wagon, et il y avait des trains qui partaient avec 3 000, 5 000, jusqu'à 8 000 personnes. Le soir du 4 septembre, où ma mère est partie travailler pour le poste de nuit, et je lui disais « Maman, ne pars pas ». Et le 5 septembre, elle n'est pas revenue. J'ai pu m'enfuir du ghetto en décembre 1942. Mon père a construit une échelle, et il fallait que l'échelle soit haute, parce que le mur faisait 3 mètres. Et au-dessus du mur, il y avait des barbelés. On a payé des pots de vin du côté ghetto, à la police juive, et à la police polonaise et allemande de l'autre côté du mur. Quelqu'un a sectionné les barbelés. Et au mois de décembre, je suis arrivée là-haut, 3 mètres, plus ma hauteur. Je trouvais que ça faisait très haut. J'ai hésité, et puis j'ai sauté dans la neige. Et m'attendait un ami de mon oncle Alexandre. Il a été pris par la police. Et il a été déporté. Et donc je ne pouvais plus rester chez lui, donc il fallait que j'aille ailleurs. C'était des épreuves sans fin, d'un endroit à un autre. Et c'est grâce à Alexandre et grâce à la résistance polonaise si j'ai pu comme ça trouver des abris d'un endroit à un autre. Et mon oncle Alexandre a fait sortir aussi mon père. Mais nous n'avons plus jamais habité ensemble. Il est venu me voir à l'endroit où je me cachais.
Et après, j'ai perdu le... Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mon oncle Alexandre non plus. C'était des années où, vous voyez, pour survivre, les parents devaient se séparer de leurs enfants. Et je n'étais plus dans le ghetto quand le ghetto s'est soulevé, c'est-à-dire en avril 1943. Le 19 avril 1943, le ghetto, malgré cette situation, malgré la faim, il y a eu des jeunes qui se sont organisés et qui se sont soulevés. Parce que vous savez, les Allemands, ces guerriers, ces seigneurs, ils n'ont pas combattu hein, les insurgés du ghetto. Ils ont mis le feu. Ils avançaient avec des lance-flammes et ils ont mis le feu au lieu de combattre. Et ça a duré 27 jours, hein, 27 jours le soulèvement du ghetto. Comme il y avait de la fumée, eh bien, on voyait un ciel rouge, mais c'est incroyable, je le vois encore, avec des fumées noires. Le 1er août 1944, c'est toute Varsovie qui s'est soulevée. La résistance polonaise s'est soulevée. Et moi, j'étais à Varsovie à ce moment-là. Alors là, j'ai vu. Ça a duré donc 2 mois. Il y a eu environ 250 000 tués, dont la plupart étaient des civils. Les Allemands nazis entraient, les soldats entraient dans des cours, toujours Haus, et ils tuaient. Et nous, ils sont entrés dans la cour où j'étais, ils ont crié Haus, et ils n'ont pas tué. Vous voyez, c'est extraordinaire. Toutes les maisons brûlaient. Il y avait plus de façade, il y avait des pans de murs avec quelques fenêtres, et on voyait des flammes partout, et on s'enfonçait dans l'asphalte en marchant. Il faisait une chaleur. Il nous poussait vers un camp, et puis il y a des femmes qui m'ont gardée dans leur ferme. Je ne suis pas allée dans ce camp, encore, je n'aurais pas été là. Hein. Je suis restée à la ferme du mois d'octobre 1944 au 17 janvier 1945. Vous savez, l'après-guerre, c'était vraiment pas facile pour moi. Parce que vous comprenez, la guerre m'a séparée de mes parents. Qu'est-ce que j'attendais de l'après-guerre? C'est de retrouver mes parents. Et je suis allée dans un orphelinat où j'ai été maltraitée par ma monitrice et je me suis enfuie. Et nous sommes venus en France parce qu'à Nancy vivait le frère de mon grand-père qui avait émigré dans les années 20 et qui s'était marié et qui avait une fille. Et donc nous sommes venus à Nancy pour un petit peu reconstituer la famille. Et pour moi, ça a été ma grande chance. D'abord parce que je quittais le pays de la guerre, et d'autre part, je ne savais pas le français. Alors j'avais tout à apprendre, si bien que ça m'a occupée. J'ai eu la chance de rencontrer l'homme de ma vie, et de créer une famille. J'ai 3 enfants, maintenant j'ai plein de petits-enfants. J'avais commencé à prendre racine. Eh bien, je me suis dit, mais et mes parents ils n'ont pas de tombe, il ne reste rien d'eux. Et c'est alors que j'ai décidé d'écrire. Et c'était ça, mon premier livre, c'était mon livre pour mes parents. Et puis après, j'ai continué. Et ça permet, dans la façon dont c'est écrit, et je ne sais pas, il y a peut-être sûrement d'autres livres. Moi, c'est écrit pour le CM2, ça. Et moi, je vais tout vous dire, je suis déjà allée dans un CP. Tout ça, ça dépend des enseignants. Dans cette école, on avait posé une plaque pour les enfants déportés dans une classe de CP. Et il y a les enfants, on dit à leur institutrice, mais qu'est-ce qui se passe? Elle était obligée d'aborder ce sujet, d'aborder le sujet des enfants qui, pendant la guerre, ont été tués. Et puis, elle leur a lu des passages. Et alors, et ils ont dit, est-ce qu'on peut la voir? Alors, elle a dit oui. Ils ont formulé des questions qu'elle a inscrites au tableau. Ils ont formulé des questions. Mais vous ne pouvez pas imaginer comme c'était pertinent. Mais évidemment, c'était un travail qu'elle a fait avec eux.
Là-dessus, je suis arrivée et chaque enfant a lu sa question. Et moi, j'ai répondu à la question. C'était extraordinaire. Et je comprends que les enseignants ne soient pas à l'aise. Je comprends ça. C'est tellement étonnant que ça peut exister. C'est vrai qu'on a pu tuer des gens parce qu'on voulait les tuer sans qu'ils aient rien fait.